le savez, il n'y a pas de répit dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. L'Office central de répression de la cybercriminalité poursuit la traque contre ceux qu'on appelle souvent les gaïmans. Et bien qu'on soit d'avis ou pas, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est la réputation du Bénin qui est en jeu. On parle sur ce forum de discussion aujourd'hui de ce fait qui nous interpelle tous. Les parents seraient parfois ou souvent complices, n'est-ce pas, de leurs enfants cybercriminels. On évoque le sujet avec mes invités ce matin. Justine Vieira, bonjour. Bonjour, Madame Rachidat, bien maman. Bonjour le plateau et ma téléspectateur, bonjour. Vous êtes, on ne le répétera jamais assez, coach de l'entrepreneuriat. Juste à côté de vous, Hugues Aronon, bonjour. Bonjour, madame, comment vous allez? Ça va très bien, merci de rejoindre les invités de ce jour. Vous êtes juriste d'entreprise et vous nous direz ce que dit la loi, n'est-ce pas, quand on est complice d'un acte criminel, tout simplement, n'est-ce pas? Merci d'être sur ce plateau. Juste en face de vous, bon, je ne vous présente plus, Patrick Diossou. Merci, journaliste spécialiste des questions liées à l'éducation. Voilà, merci d'être sur ce plateau. Dodi Abalo, consultant en orientation et réinsertion professionnelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, cybercriminalité, complicité de certains parents. Le secrétaire général adjoint du gouvernement l'a évoqué. Et oui, les parents ne sont pas condamnés, on ne les condamne pas, mais ceux, n'est-ce pas, qui seraient complices pourraient être poursuivis. Monsieur Hugues Aronon. Oui, madame. Alors, la complicité par rapport à certains faits criminels est condamnable. Bien sûr que oui. Et déjà, je m'en vais partir d'abord de ce qui est, oui, avant de dire ce qui doit être. D'accord. Et pour cela, je vais parler de la loi 2018 numéro 16 portant code pénal qui donne une définition légale de ce qu'on peut entendre par complicité ou par receleur ou recel. D'abord, au niveau de l'article 22, je cite si vous me permettez. Oui, allez-y. Est complice d'un crime du moins ou d'un délit, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Et au niveau de leur disposition 2, on lit ceci, est également complice la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Donc, vous entendez avec moi qu'il n'est pas question seulement d'aide, mais aussi d'assistance. Parce que, quand vous posez la question de savoir si les parents sont complices, on ne saurait le dire, c'est la loi qui va nous orienter. Donc, tout de suite, on ne pourra pas nous prononcer ainsi. Merci. Mais c'est quand même une réalité, Justine Vieira, que certains parents savent bien l'activité criminelle que mènent leurs enfants, mais pour autant, ils font rien. C'est un constat, n'est-ce pas? C'est un constat qui se révèle de plus en plus. Vous savez, dans cette traque contre nos frères, contre certaines de nos sœurs, malheureusement, beaucoup ont l'oreille un peu distraite quand on dit nos sœurs. Parce que c'est des femmes dedans. Bien sûr, il y a des femmes. Souvent, elles constituent des appâts. Bien sûr. Et parfois, il y a des femmes qui sont même des meneurs de groupe. Ça, je vous le dis. Et donc, certains parents, consciemment, assistent les enfants. Lorsque nous parlons de la complicité, le juriste a cité la base légale qui soutient un peu la complicité. Retenons les 5 éléments fondamentaux qui permettent d'établir la complicité. La provocation. Les parents peuvent être des éléments ou bien des facteurs de provocation. Lorsque vous dites tout le temps à votre enfant, mais tu ne vois pas ce que les autres font, tu ne veux pas aller chercher de l'argent, je t'ai acheté un portatif, qu'est-ce que tu fais à la maison, mais il est à côté, il est à côté, regarde juste. Donc, vous stimulez en lui l'intention d'aller vers la cybercriminalité, la provocation. L'assistance, deuxième critère, deuxième élément, l'assistance. Pendant qu'il le fait, vous l'assistez, peut-être parce que vous êtes ingénieur en informatique, peut-être parce que à vous êtes perdu, vous avez déjà quelques notions en informatique, donc l'assistance. La fourniture de moyens. Le parent dit parfois, dis-moi ce qu'il faut pour... Ça,
certains téléspectateurs ne conçoivent pas que certains parents le disent peut-être, mais c'est vrai, c'est pourtant vrai. Parce qu'on dit c'est l'argent du blanc, c'est ce qui paraît. Donc la fourniture mais là, ça a dépassé le cadre. Ça a dépassé et ça touche même la réputation de notre pays. Absolument. Parce qu'à l'international, le Bénin commence par être ciblé, pour ne pas dire que c'est déjà ciblé comme un pays, un nid de la cybercriminalité. Donc la fourniture de moyens. Quatrième chose, lorsque je parle de l'instruction, c'est les connaissances que vous lui donnez. L'instruction, c'est les connaissances que vous lui donnez pour l'amener quand même à commettre son prophète et enfin le recel. Lorsqu'il le fait, vous gardez pas devant vous, ou bien si vous êtes un peu son compte, vis ça sur mon compte, moi je te garde ça, parce que si un jour on va sur ton compte, on voit que tu as à peine 18 ans, tu as des millions, bien des milliards, ça risque de te créer des ennuis. Donc le parent expose ça pour atteindre ce poste garant pour récupérer les fonds issus de cette activité criminelle. Donc voilà déjà les 5 éléments qui peuvent établir la complicité d'un parent, de certains parents. Dodji Abalo, je suis choquée, il faut le dire, parce que je me dis, le parent, c'est peut-être le père, c'est peut-être la mère, c'est peut-être quelqu'un du cercle familial. On dit souvent le parent est censé éduquer, il est censé guider, il est censé amener l'enfant sur le droit chemin. Mais comment un parent peut se rendre complice d'un acte aussi grave ? Le sujet en lui-même est si délicat, si gênant aussi, parce que c'est vrai, le coach Vieira l'a dit tantôt, dans ces affaires-là, vous vous retrouvez en face de gens qui, voulant justifier parfois l'injustifiable, se sont découverts à couvrir leurs proches qui se sont rendus coupables de délits. Vous demanderez, à chaque fois, il y a des histoires qui sembleront toujours légitimes. La pauvreté, les difficultés de la vie, des histoires familiales compliquées, le fait de vouloir se chercher en griffe. Et les 5 points que le coach Vieira a abordés aussi pourraient être pris de l'autre côté. Un parent vertueux dira, mais c'est exactement ce que je fais aussi pour pousser mon enfant. Mais lui, au contraire, n'a pas décidé d'aller se livrer à la cybercriminalité en descendant l'échelle des valeurs. Donc, qu'est-ce qui pousse ça? C'est tout ce que j'ai évoqué précédemment et on ne peut pas, malgré ces situations, trouver des circonstances atténuantes pour cela. Ce n'est pas normal. Un pays qui tolère cela, des citoyens qui tolèrent ce genre de nivellement de valeurs, vont ensemble dans le mur. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour nous, ni pour nos enfants plus tard. Parce que ça commence là. Et ce n'est pas qu'envers notre diaspora ou vers l'extérieur que ces gens agissent. C'est aussi vers nous. Bien sûr, même à l'intérieur. Les anacs. Et par plusieurs moyens, par mail, par appel, par beaucoup de circuits. Donc, ce n'est pas acceptable. Et les parents qui le font, l'on doit pouvoir leur dire réellement que ça n'a pas été une bonne décision. Comme vous l'avez dit tantôt, le parent a une responsabilité de guider l'enfant sur le bon chemin, de le garder. Évidemment, il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout faire. Mais quand l'on est en face de quelqu'un qui a cédé, qui a démissionné par rapport à cette charge qui lui incombe, qui a même facilité, comme le juriste l'a dit tantôt, soit en l'assistant, soit en se portant garant, soit en le conseillant même, soit en le couvrant, en fermant les yeux, soit en faisant comme s'il ne savait pas, alors que vous savez que l'activité que votre jeune fille ou que votre jeune garçon exerce ne lui permet pas d'avoir ce niveau de vie, ce train de vie. Parfois, on fait semblant même de ne pas savoir. Parce que quand vous avez votre fils, je prends un exemple, étudiant, qui débarque en cours chez vous avec une belle voiture. Il paraît que la Venza, c'est la voiture prisée des Gaïman au Bénin. Voilà, ça fait que finalement, dans toutes les chansons, on dit Naro Venza, c'est la voiture prisée. Alors, quand vous avez votre fils étudiant qui débarque à la maison avec une Venza, quand vous avez votre enfant élève, il y a même des élèves dans cette situation. Votre enfant élève qui s'achète une moto, qui fait un certain nombre de dépenses, je pense qu'en tant que parent, normalement, on devrait se questionner. Exactement, oui. On devrait se questionner et cela porte préjudice aussi à ceux parmi les jeunes qui font du travail légal, qui se battent réellement et qui
ils sont rares, rarement, c'est vrai, mais qui arrivent à avoir des réussites qui leur permettent d'avoir ce type de bien. Mais on les confond. On se dit, mais tu ne peux pas être jeune et avoir ce bien-là. C'est forcément parce que tu as fait une activité illicite. Pourquoi? Parce qu'il y a cette grande masse de jeunes qui se sont portés vers ce type d'activité qui, heureusement, maintenant est puni sévèrement. Donc, vous avez totalement raison. Se taire ou être complaisant par rapport à ce genre de choses ne va pas nous aider. Quelle que soit la façon dont nous comprenons les situations personnelles, non. Ça n'aide pas un pays à avancer. Absolument. Simplement. Patrick Diosso, on vous dira, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas d'emploi. On vous dira, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Donc, il y a des parents même qui disent aux enfants, allez, sortez, quels que soient les moyens que quels que soient les moyens, ramenez-moi quelque chose à la maison. Mais c'est quoi cette mentalité? En fait, c'est ça que je dis, chaque fois je dis, il y a la démission, il y a une démission des parents, il y a une démission du rôle de parent, une démission de l'éthique de parents, une démission de ce qu'on peut appeler la morale. Je ne sais pas s'il y a un autre mot plus fort que morale, que éthique, mais les parents ont perdu la morale, ils ont perdu l'éthique. Et nos parents à nous, et moi je continue d'exercer ce rôle de parent, lorsque vous revenez à la maison, et avec dans votre sac un stylo, je dis bien un stylo, ou le couvercle d'un stylo qui n'est pas de vous, vôtre, on vous frappe. Vous êtes frappé. Il n'y a plus de chicotte maintenant. Hein? Oh, mais justement, c'est en voulant imiter certaines lois hors du pays, en voulant, en se disant qu'on est dans le modernisme, qu'on a fini par fuir tout ce qui est responsabilité parentale. C'est ça. Lorsqu'on a voulu copier l'extérieur, on a voulu copier l'Occident, on a voulu copier les lois de l'Occident, on a oublié que nous avons dans notre gène, nous avons dans nos stéréotypes, dans tout ce que nous avons comme énergie en nous, dans notre chromosome, nous avons quelque chose qui est la morale, une morale qui est à nous. Chez nous, le parent donne des ordres et le parent est exemplaire. Le parent, il est exemplaire, il donne des ordres pour qu'on puisse exécuter quelque chose qui est exemplaire par rapport à la morale, par rapport à l'éthique. On va me dire, mais il y avait quand même des parents qui n'étaient pas très moraux, qui n'étaient pas... Alors, revenons sur cet exemple. Alors. Sur cet exemple, c'est quoi? Lorsque vous avez votre enfant, vous avez... qu'il ait 10, 20 ou 30 ans, et qu'il revienne à la maison avec quelque chose qui semble dépasser son niveau, il faut vous poser des questions. Mais quand vous l'accompagnez, quand vous cachez le véhicule qu'il a fait venir, et quand vous complaisez, il vous ramène quelque chose, vous dites, ben oui, depuis j'ai fait 30 ans, parce que j'ai lu un parent qui disait qu'il a fait 30 ans à la fonction publique, il n'a jamais pu s'acheter une parcelle et que son enfant, en quelques 3 mois, lui a acheté, et il est fier de dire que son enfant a réussi. Oui, lui a acheté une parcelle, il est fier de le dire. J'ai dit, mais c'est quoi cette mentalité? Si le parent n'a pas réussi, c'est autre chose. Mais dire que l'enfant a réussi sans chercher à savoir quelle est la source de cette réussite, c'est une démission. Une démission lamentable par rapport à la morale, par rapport à l'éthique. Or, on considère que le parent, c'est l'exemple par rapport, l'exemple éthique, l'exemple de moralité. Donc il y a finalement des signaux, il y a finalement des comportements qui doivent nous interpeller, on va dire, en tant que parents. En tant que parents, il y a des comportements qui doivent nous interpeller. Et si nous ne sommes pas interpellés, cela signifie que nous-mêmes, il y a un raccord qui n'a pas été effectif durant notre éducation. Ça veut dire que tout ce que nous avons reçu, quand je parle de certains parents qui ont eu à faire éducation civique et tout ce qui a suivi, un certain âge de parents, ils doivent avoir fait l'éducation civique au cours primaire. Mais si ces parents-là se retrouvent en train d'applaudir, ça veut dire qu'ils ont fait un nettoyage, une table rase de toute cette éducation civique. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Parce que
à un moment donné, ils ont voulu regarder. Mais alors, c'est quoi? J'ai un parent qui, difficilement, d'accord, arrive à nourrir ses enfants. Alors, l'enfant qui rentre, du coup, à la maison, avec beaucoup d'argent, que devrait faire le parent? Il faut dire que c'est pas facile aussi. Hein. Ce n'est pas Parce facile. que quand vous êtes dans une... Non, franchement, moi, je me dis, quand vous êtes dans morale, une extrême pauvreté... Oui, Patrick Gansou, quand vous êtes dans une extrême pauvreté de Diabalo, c'est pas facile aussi. C'est vrai. Mais il faut être digne. C'est vrai. Mais L'éducation religieuse, l'éducation de moralité, je crois qu'il y a eu quand même un moment où le cordon a été rompu. Là, on parle de cybercriminalité, mais ce genre de questions s'est toujours posé par rapport aux personnes qui se sont rendues coupables de délits, que ce soit par rapport à la drogue, que ce soit par rapport à la prostitution, au proxénétisme. C'est la pauvreté. C'est exactement le même souci. La commission d'un délit ne peut pas être justifiée par la pauvreté. Ça a toujours été comme ça. Et cela ce n'est pas rendre justice à ceux qui choisissent de se lever, d'aller vendre dans les feux, d'aller vendre dans les carrefours, de passer de bureau en bureau, de faire de la livraison de colis ou de courrier, de rendre service, de devenir intermédiaire, d'aller au champ, de travailler, de ceux-là qui acceptent de travailler sur Internet et de gagner entre 5 et 10 dollars de l'heure. Et ce n'est pas rendre justice à tous ceux-là qui ont vu clairement une mauvaise voie et qui ont dit non, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas mes valeurs, de l'argent gagné de façon illicite en faisant du mal aux autres, parce que c'est du mal qui est fait, c'est des vies qui sont détruites parfois, c'est des retraites que l'on a pris, c'est des économies qu'on a englouties, et dans quoi encore? Dans l'achat de voitures, dans l'achat de biens, en claquant dans les boîtes. Ce sont les propriétaires de boîtes de nuit peut-être qui ont eu à s'en mettre plein les poches. Là, je fais un petit coucou, un petit clin d'œil à nos amis, mais c'est pour dire que ce n'est pas nouveau, ce type de question. Et la réponse de l'humanité a toujours été de dire non. Cela ne justifie la bassesse, on va dire. Exactement. Voilà. Hugues Arono, alors on parle de complicité. Le terme paraît un peu simple, mais à la fois complexe. Comment on relève la complicité d'un parent? Comment on l'identifie? Comment on le détecte? Merci, Madame la journaliste. Mais avant d'aborder votre question, permettez-moi de revenir un peu sur ce qu'on peut entendre d'abord par parent. D'accord. De façon légale, ça va même au-delà. Le parent, ce n'est pas seulement le père et la mère. Ça peut être des amis, des frères, des cousins. Tout ça, c'est parents, en fait. On peut le mettre, on peut englober. Parce que imaginez-vous, si j'ai pu... Voilà, des amis simples. Si j'ai pu peut-être obtenu un présent de vous, un cadeau, on peut remonter pour aller chercher l'auteur ou le complice. Donc n'attendez pas seulement le père et la mère, allez au-delà même de cette notion de parent. C'est au-delà de la filiation. Au-delà de la filiation. Ce qui fait que banalement, on peut vous retrouver dans un fait dont vous n'avez pas connaissance. Mais si on arrive à retracer la traçabilité, on peut venir jusqu'à vous, même dans votre lit. Et pour aborder votre question, cela me permet de faire une transition sur la deuxième disposition, l'article 841 du même code, qui parle de la définition, ce qu'on peut entendre par receleur. Et permettez-moi de lire encore de façon typique, est considéré comme receleur et puni des peines prévues par l'article 839 du présent code, celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie. Donc nous voilà au-delà même de la question de parents. Ça veut dire que si vous avez une connaissance de quelque provenance du bien, vous êtes tenu dans ces liens. Et il relève maintenant de la probité du juge pour qualifier le fait. Si vous êtes receleur, auteur, complice ou receleur, il revient au juge maintenant de décerner. Donc c'est sur la base des éléments que le juge va qualifier. Donc, me dit de qualifier directement une personne d'un auteur, d'un complice ou d'un receleur, c'est trop vite dit. Très bien. Merci. Parce qu'il faut le dire, quand le SGA en a parlé sur ce même plateau avec mon confrère Osias Sounouvou, les réseaux sociaux sont enflammés. Tout de suite, on a vu les différentes unes qui affichaient, on va désormais condamner les parents de cybercriminalité, mais il ne s'agit pas simplement d'être parent d'une cybercriminalité pour être poursuivi.
Si vous êtes complice, c'est important d'ajouter ce mot, le SGA l'a relevé. Bien sûr, j'ai suivi et resuivi cette émission dirigée par votre collègue pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Ozias Sounouvou. Vous savez, lorsque nous parlons de la complicité de certains parents, il faut relativiser, je m'attends vraiment au mot secté. Il ne s'agit pas de tous les parents, on ne dit pas que tous les parents de criminels sont condamnés. Et lorsque nous parlons de parents, le juriste vient de dire, et je suis d'accord avec lui, il faut aller au-delà de la filiation. Et le code établit les 5 conditions. Gardons ça à bras le corps. Lorsque c'est vous qui provoquez, complicité par la provocation. Lorsque c'est le parent qui provoque, qui incite son enfant vers la cybercriminalité, lorsqu'il est établi que c'est lui qui a incité, orienté son enfant vers la cybercriminalité, il est complice. Donc la complicité par provocation. Deuxième cas, complicité par instruction. Lorsque c'est vous qui lui donnez toute la science qu'il faut, toute la machination, les manigances, la leçon qu'il faut en un mot, le cours, pour qu'il parvienne à réussir. Ça n'existe pas. Si. Ah bon? Un parent qui coach son fils. Parce que lui a des notions en avec programmation. ou sa fille. Bon, c'est vrai que... la parité, c'est pas que comme ça nous arrange. Non, voilà des cas de figure. Parce que lui a des notions en programmation. Et même lorsqu'on parle d'instruction, il y a également, il paraîtrait qu'il y a des voies mystérieuses qui accompagnent le système. On va en parler demain sur ce plateau. Donc tout ça, lorsqu'il y a du maraboutage, du charlatanisme autour, le parent instruit son enfant. Si c'est le parent qui lui remet des choses, comme on le dit chez nous, des appuis pour qu'il réussisse son forfait, c'est de l'instruction. Donc, lorsqu'il est établi que le parent fait tout ça. Troisième chose, fourniture de moyens. Ah papa, j'ai besoin d'un portatif. C'est vous qui le lui en prenez. Ah, j'ai besoin de prendre des SIM. Je n'ai pas les moyens. C'est vous. Donc, quand vous fournissez les moyens qui vont contribuer à commettre le délit, le forfait, vous êtes complice. Donc, il y a l'assistance. L'assistance, c'est qu'en voulant commettre, vous êtes là à côté de lui. Peut-être c'est vous qui prenez l'appel, c'est vous qui stimulez. Peut-être c'est la maman qui stimule la voix d'une femme pour jouer le rôle. Mais bien sûr, vous assistez. Donc, toute une famille. Elle le recèle. Donc, complicité par ça ne concerne qu'une infime partie de certains parents. Ça ne concerne que certains parents. Mais soulignons pour dire, il y a des parents qui se sont retrouvés malgré eux complices. Exactement. Oui, il faut pouvoir le dire. Parce que nous n'avons pas surfé seulement sur la vague de la cybercriminalité. C'est vrai, nous condamnons tous la cybercriminalité. Oui. Je condamne la cybercriminalité. Mais cela ne doit pas nous empêcher de faire du retrait, prendre du recul et voir mais comment est-ce qu'un père, une mère, de façon consciente, il sait que c'est un crime, il sait que c'est un délit, il sait que cette activité n'a rien de légal. Ça ne rose en aucun cas lui-même son nom, mais pourtant il est complice. Qu'est-ce qui peut amener un parent? Donnons-nous la peine de nous poser cette question sans pour autant justifier le crime. Rien ne peut justifier le crime. Rien ne peut allez-y, Justino. Rien ne peut justifier le délit. Rien, je dis absolument. Vous avez un début de réponse? Bien sûr. La réponse est, on dira que c'est la pauvreté. Je dis, on dira que c'est la pauvreté. Ça nous amène alors à nous poser la question, comment est-ce que dans notre système, puisque le travail est le salut de l'humanité, le jeune qui n'a pas de travail devient une victime, une proie facile pour la société. En un mot, il devient un mal. Le parent de son vivant dit, je ne peux pas être là, et mon enfant à 30 ans, à 35 ans, ce n'est pas avec mes mêmes pensions que je vais encore prendre soin de ses charges. Si en temps, il est père, il a une épouse, donc à un moment donné, le parent, malgré lui, conscient de tout ce que cela porte comme danger, prend ce pouvoir discrétionnaire d'assister l'enfant. Mais il y a une chose aussi, nous sommes, dans notre culture, un parent ne dénonce pas son fils. Son fils ou dénoncer un proche. Dans quelle culture un parent dénonce son fils? Mais c'est pour dire, en fait, c'est pas aisé. N'est-ce pas qu'un parent dénonce c'est pour ça que dès le début, il dit non. Il ne dénonce pas, mais il dit non. Pas chez moi,
pas avec mon nom. D'accord. Pas tant que je suis vivant. Va le faire ailleurs. Tu ne, Il est à ne le l'amont. fais pas. Ne le fais pas, Ne le Valérie. fais pas. À l'amont pour ne pas avoir des réactions. Ce débat que nous avons ce matin, cela se passe encore actuellement aussi dans d'autres pays, des pays que nous pensons copier comme la France, qui ont ce type de système dans les cités, et ça c'est plutôt par rapport à la drogue, et ce qu'ils vivent actuellement, c'est terrible, parce que c'est tout un écosystème qui s'est installé à gangréner la société et qui fait vivre des familles. Et ils en sont à un point où ils ne savent pas comment régler la situation. Nous avons cette opportunité ici d'avoir un gouvernement qui a essayé, qui a tapé du poing sur la table et qui a dit, quoi qu'il arrive, nous, en tant que société, en tant que pays, notre image est importante. Ce que l'on sait des Béninois à l'extérieur, c'est important. Ce que l'on sait de nous-mêmes, de nos relations intra-humaines, c'est important. Et nous n'allons pas tolérer que, par un nivellement de valeurs, on dise que c'est acceptable d'aller vous faire du mal, d'aller vous tromper, d'aller vous manipuler, de prendre vos sous et dire oui, écoutez, c'est la loi de la jungle, vous n'aviez qu'à être plus vigilante. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Et tant que nous disons ça, je pense que nous avançons dans la bonne direction. Il n'y a pas de nuances à avoir là-dessus. Ce genre de problématique par rapport à la pauvreté, par rapport aux douleurs, par rapport aux souffrances, je l'ai évoqué tantôt pour ceux qui étaient là déjà au début de notre débat. Cela est compréhensible, mais la loi, c'est la loi. Si vous êtes pris faisant ce type de délit, faisant ce type de forfait, quelles que soient les situations que vous avez vécues, la loi va vous frapper. La loi va s'appliquer à vous. Ça va s'appliquer à vous. C'est pour ça que dès maintenant, ne tolérez plus nos jeunes dames qui acceptent que leurs jeunes amis fassent ce type de travail. Leurs copains, leur chéri. Leur chéri fasse ce type d'activité. Il est temps de leur dire que ce n'est pas acceptable. Je préfère que tu fasses ceci. Je préfère que tu ailles travailler. Je préfère que tu essaies de gagner ta vie. Ça m'intéresse moi. Je préfère gagner 100 francs, 200, 500 sur un produit que d'aller voler, de me cacher, de devoir me cacher pour profiter de la vie. Ce n'est pas acceptable. Mais justement, c'est parce que ces jeunes dames ou jeunes filles se sont retrouvées dans un système où l'intérêt, l'envie, la convoitise s'est emparée de la société. Et la jeune fille qui voit à la télé une vedette avec des mèches de 50 000 ou de 100 000 francs. Mais que dis-tu? 300 000, 500 000. J'ai voulu prendre ça c'est mon salaire, ça. Ah, d'accord. Okay. La jeune fille qui voit ça, qui se dit, ah, c'est magnifique, ça c'est beau, hein. Shabbat, je vais faire Shabbat aussi. Et qui bon, enfin, c'est ça, c'est avant ça. Okay. Toi, tu es vieux jeu, là. Shabbat, là, on a dépassé ça. Bon, enfin, c'est une façon de parler. Donc, je suis vieux aussi. Shabbat de nouvelle génération, les Brésiliens. Oui. Mais cette jeune fille qui met la pression sur son copain, sur son ami, sur son... Qui donc est complice aussi, pas provocation donc. Elle est complice, pas provocation. Parce qu'elle a envie de voir, de prendre, de faire ses cheveux là. Et le copain n'a pas de sous. Donc, il se dit, il faut voir l'autre copain qui fait cette affaire-là pour devenir... Donc, petit à petit, la société... Une construction nébuleuse. Oui. Qui n'est pas agréable. Et les complices, ce n'est pas, comme il a dit, c'est presque tout le monde. Tout le monde. Oui, Udarono? Oui, je voulais dire, permettez-moi de dire que, en ce qui concerne cette question, elle est vraiment sensible et c'est au-delà d'une question sociétale. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de situer les responsabilités. Et à l'avenir, si on n'est pas encore dedans ou si on prétend, je crois que l'heure a sonné. Il faut rebrousser chemin. Parce qu'à l'avenir, ce ne serait plus négociable. Mais bon Dieu, quand on a fait le point l'autre fois sur ce plateau, il y a quoi? Plus de 1100 cybercriminalités en prison actuellement. Et Dieu sait combien ont fui le Bénin pour aller s'installer peut-être dans d'autres pays de la sous-région. Il y en a qui sont encore là, tapis dans l'ombre. Mais finalement, moi j'ai une réflexion. Je me dis, pour faire ce genre d'activité, ma foi, vous me pardonnerez si je me trompe, il faut être intelligent.
Oui. Ça veut dire qu'on ne manque pas d'intelligence. Ça veut dire que finalement, la jeunesse béninoise ne manque pas d'intelligence. Oui. Franchement, je vais encore vous étonner. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont eu un niveau intellectuel très élevé. Et des gens on a trouvé des apprentis qui étaient dans le domaine. Enfin, quand je dis apprentis, des gens qui n'ont pas une grande évolution en matière instruction de blanc. Non. Et ils étaient encore plus virulents dans la cybercriminalité. Parce ça veut dire finalement, les jeunes sont brillants. Mais ils ont juste choisi... intelligence pratique, mais cette intelligence pratique mise au service du mal. C'est ça. Alors, cela pose un problème aussi. Cela pose un problème. On dit que c'est parce qu'il n'y a pas de l'emploi, mais c'est une réalité qu'il faut combattre le mal. Comment on fait pour la reconversion de ces jeunes-là qui se posent des questions? Parce que finalement, oui, la cybercriminalité, ce n'est pas une bonne chose. On ne le dira jamais assez. Mais il faut orienter aussi ces jeunes-là vers les bons canaux. Voilà, certains canaux. La réflexion que vous avez faite me fait penser à un certain nombre de choses. Premièrement, c'est vrai qu'il faut avoir un certain nombre de compétences pour commettre ces délits-là. Et c'est ingénieux. Parfois pour certains. Parfois, oui, pour bien certains. sûr. Premièrement, les compétences en communication. Pour pouvoir parler, négocier, séduire parfois votre victime. En sociologie aussi, en psychologie. En psychologie, comprendre la mentalité de la personne, savoir quel est le facteur sur lequel il faut jouer, culturel, politique, l'autorité. Les compétences en marketing aussi, savoir sur quel biais psychologique travailler, comment scaler, c'est-à-dire copier les offres d'entreprises réelles pour les proposer aux victimes, pour les appâter, les compétences en gestion, parce qu'il faut planifier, se projeter, gérer des bases de données, parce que contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas qu'ils ont ciblé telle ou telle personne, parfois c'est un gros filet qu'on lance et on essaie de voir quel est le nigo qui s'y prend pour le prendre. Donc il faut gérer les bases de données, des mails, des fichiers. On a parlé ici de plusieurs portables, plusieurs téléphones. Il faut être méthodique pour ne pas s'embrouiller dans les dossiers, n'est-ce pas? Et j'en passe. Mais alors, quand on a dit ça, enfin, évidemment, les compétences en informatique, évidemment, soit pour vous envoyer des logiciels avec des espions, des pirates, pour vous voler vos mots de passe, ainsi de suite, pour refaire en entier des sites, carrément, pour vous induire en erreur, pour que vous alliez sur le mauvais site et que vous fassiez vos opérations. Donc, pour certains, effectivement, il y a ça, et ne parlons même pas aussi du courage, du culot, parfois que les gens, ils n'ont pas du tout peur pour aller. Ce qui, ça nous permet d'avoir une liste quand même de compétences intéressantes. Mais alors on dit, si vous avez ce type de compétences, qu'auriez-vous pu faire avec le même dépôt qui est en vous, commercial? On a besoin aujourd'hui de gens qui savent vendre, de gens qui n'ont pas peur qu'on leur dise non. Et vous savez, ces gens n'ont pas peur que vous leur disiez non, ils sont préparés. Ils savent que... Ils vous disent que c'est mal payé. Ils veulent du cash, ils veulent du frais, ils veulent beaucoup d'argent. On en viendra là. On va d'abord montrer que à compétences présentes, l'on peut déjà faire quelque chose. Et une fois qu'on a prouvé ça, on va se rendre compte qu'en fait, il y a aussi un choix qui a été fait. De dire que moi... Et là, nous abordons le deuxième sous-thème de ce jour. Qu'en est-il de la reconversion des Gaïmans? Exactement. Oui. Et donc, une fois qu'on aura dit ça, on pourra voir qu'ils ont fait un choix en disant que moi, je ne veux pas gagner 100 000, 200 000 par mois. Je veux 4, 5 millions et ceci facilement. Alors, première étape. J'ai listé les compétences. Ensuite, vers quelle activité, vers quel métier ils pourraient se reconvertir. Commercial déjà. Commercial. Oui. Les métiers du numérique, création de contenu, gestion de pages, répondre aux gens, l'appel, les commerciaux, enfin les démarcheurs, les intermédiaires, les téléconseillers. Ils peuvent aussi jouer le rôle de fixeur. Vous savez, le rôle de fixeur dans un pays, c'est un peu comme si vous vouliez aller en Inde et vous ne connaissez personne en Inde. Et vous avez besoin de quelqu'un là-bas
pour vous aider à vous déplacer, faire les bonnes affaires, ainsi de suite. Dans le monde du numérique aussi, il y a ce genre de personnes. Vous voulez faire certaines opérations et vous avez besoin comme de quelqu'un qui sache un peu comment on fait ce genre de choses, ou un guide, et cette personne-là peut faire ce type de travail. Donc, dans le métier du numérique, dans le métier de la vente, dans le métier du marketing, dans le métier de la communication, dans le métier de l'informatique, c'est possible qu'ils puissent travailler. C'est possible qu'ils puissent travailler. Mais alors, beaucoup ont choisi de ne pas faire cela parce que, entre parenthèses, comme vous l'aviez dit. C'est-à-dire que pour eux, ayant déjà goûté au fait de travailler... Ça ne permet pas d'aller jouer au zozo dans les boîtes de nuit. Et vous voyez un jeu qui a gagné 300 000, 500 000 facilement. Comment voulez-vous lui expliquer la valeur travail? Parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le système qui a corrompu sa façon de comprendre l'effort, le travail, bénéficier du travail que l'on a fait et s'en satisfaire. Donc, la réorientation, la réinsertion de ces gens ne dépendra pas de ce qu'ils avaient fait avant, mais plutôt de comment est-ce qu'ils comprennent leur futur, la valeur travail, comment est-ce qu'ils acceptent de changer de vie et de se satisfaire de ce qu'ils ont, de ne plus rentrer dans les chimères de dire je suis parce que j'ai une grosse voiture, je suis parce que avant tel âge j'ai réussi à avoir tel nombre de carrés, tel nombre de maisons, je suis dans le regard des autres parce qu'on l'on dit de moi que je suis pacha, que je donne beaucoup de millions, l'on cite mon nom dans des chansons. Ce n'est pas ça qui fait qui je suis, mais ce qui fait qui je suis, c'est ce que j'ai réussi à transmettre à mon entourage, c'est ce que j'ai réussi à laisser, c'est les valeurs que je porte et c'est l'influence que j'ai dans ma société. Une fois que ça c'est compris, l'on pourra aller ensemble. Mais le piège est de dire, puisque ils ont ce type de compétences, ils n'ont qu'à aller faire ça. Non, ce sera peine perdue parce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le système. Il y a eu un réel buzz autour de cette proposition, par exemple, du SGA qui a dit qu'il y a des recrutements en cours actuellement. 5000 postes peuvent devenir militaires. On a même lu sur Internet des quidam dire que bon, c'est parce que jusque-là, on n'a pas encore vendu le camp militaire qu'on fait cette proposition. Bref, c'est juste... voilà. Mais franchement, Justino, finalement, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. On dit qu'il n'y a pas de l'emploi, on jette la pierre à l'État, on dit c'est l'État qui doit créer de l'emploi, et c'est parce qu'il n'y a pas de l'emploi que les jeunes s'adonnent à la cybercriminalité, alors que tout ce potentiel pourrait servir à autre chose. Bien sûr, vous savez... Il faut amener ces jeunes à avoir un métier. C'est le préalable. L'insertion d'un jeune dans une société, l'insertion professionnelle, socio-professionnelle, si vous voulez, dans une société, commence par un métier. Mais avant de parler de ces jeunes qui sont déjà dans les mailles, dans les liens de la justice, provenons également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui ne sont pas, qui aspirent peut-être, ou qui sont en train de faire des petits pas, dans le domaine. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont découragés là, hein, parce que cette traque-là, c'est une... Mais sans relâche. Bah oui, franchement, c'est sans relâche. Et on soutient fortement. Il n'était pas vite découragé. Il n'était pas vite découragé. Parce que la traque a commencé quand même en 2022. Et imaginez que juste en 2023, aux dernières semaines, des gens ont continué, certains parmi eux ont continué. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas découragés. Et je ne suis pas sûr que tout ce soit encore tout vous savez, ces découragé. jeunes, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. A priori, ce sont des fils de la nation. Oui. Ils demeurent fils de la nation. Ce sont des jeunes qui peuvent encore donner quelque chose à ce pays. Absolument. Il faut mettre fin à la CIE. Il faut mettre fin. Poursuivre la répression. Ça, il n'y a même pas un avis contraire. Il n'y a pas à négocier. Mais à côté, la reconversion. Il faut que chacun, dans une certaine mesure, se voit un peu coupable. Se voit dans une certaine mesure un peu qu'il a contribué. Comment? Lorsque, parfois, je vais donner certains exemples. Je commence par l'école. Lorsque l'école, le collège, qui est censé éduquer l'enfant, mais exclu. L'enfant quitte l'école, il est exclu. Mais nous l'envoyons où? Merci, monsieur. Nous l'envoyons dans la rue.
Ce sont des terreaux qui favorisent des choses comme ça. Et les anciens ne seront pas d'accord avec vous. Non, il va s'agir, il ne va pas s'agir. Nous sommes devant un problème. Cherchons des solutions durables. Si nous devons faire une transmission du système éducatif vers l'orientation métier, il faut le faire. S'il faudrait installer que les parents eux-mêmes prennent à bras le corps ce volet, qu'ils le fassent. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous prenez un jeune apprenti qui, déjà à 20 ans, a fini sa formation en apprentissage et attend le diplôme et dit qu'il est en train de chercher l'argent pour être libéré. Il ne trouve pas l'argent. Mais plus il prend de l'âge, mais facilement, il est porté vers des tentations comme ça. Il n'y a pas que ça. Vous prenez un jeune qui a sa licence, il fait stage 1 an, il renouvelle, et il fait stage. Parfois, il y a des gens qui font 5 ans de stage. Mais à côté, il y a un ami, malgré sa valeur, on l'oriente, on dit, mais toi, tu es là avec ton âge, je t'ai dit de venir faire telle chose. Facilement. Donc, il faut réduire la tentation. Je répète, rien ne peut justifier la cybercriminalité. Il faut condamner. Il faut condamner avec la dernière rigueur. Mais mettons les indicateurs qu'il faut, les conditions qu'il faut pour mettre fin à la tentation, ou bien pour réduire dans une certaine mesure la tentation. Lorsque j'aurais dit ça, nos jeunes, nos frères qui sont déjà dans les mailles, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Première chose, dans leur état, dans leur pension, je pense que c'est le mot, ça, chez amis juristes. Pendant qu'ils sont en train de purger leur peine, il faut associer ça également à une formation pratique. Mais cette formation pratique, il y a un préalable. C'est d'abord reprendre, travailler sur la psychologie. Parce que ce ne sont plus des jeunes qui sont habitués à gagner. Vous proposez que même déjà, même étant détenus, qu'on les mette au travail. Oui, qu'on les forme. C'est une piste intéressante. Il faut qu'on les forme, qu'ils ne soient pas là. Parce que si on les laisse simplement comme ça, oisifs, ils vont encore développer d'autres vices. Et ils vont ressortir. Et il y a même cette idée qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. L'idée serait de mettre au travail les jeunes cybercriminels en détention pour investir le secteur agricole, produire les vivres et pouvoir nourrir la population carcérale, par exemple. Bien sûr, ce qui rejoint parfaitement ce que je dis. Mais il faut les occuper. Mais également un travail mental pour leur donner la notion. Parce que sinon, vous savez que même en prison, il y en a qui continuent. Hein? Bien sûr. Les exemples sont là, même au plan international. La prison de Misreté, la fois dernière, j'aurais appris sur les réseaux qu'on a 600 démantelé un réseau. C'était 600 ou 300 téléphones. Bon, je n'ai pas le nombre exact. Mais vous voyez que aucun lieu n'empêche a priori à ces gamins ou cybercriminels de poursuivre leurs activités. Il faut un travail psychologique pour leur donner la notion de l'effort. Celui qui a l'habitude de gagner 300 000 francs par jour, vous ne pouvez pas lui payer 50 000 francs ou bien 75 000 francs, 60 000 francs le mois, mais il va laisser votre travail parce que lui il est habitué à 300 000 par jour, à 1 million par semaine, ou même peut-être plus, je n'en sais rien. Bref, donc deuxième chose, travail psychologique, leur donner la notion de l'effort. Mais troisième chose, je dis, il est vrai qu'il faut éduquer les jeunes. Mais les premières personnes à éduquer avant les jeunes, ce sont d'abord les parents. Parce que l'enfant n'est que la conséquence de l'éducation qu'on lui a donnée. Je ne dis pas qu'un parent a initié son enfant au gamin, a priori. Mais si le soubassement n'est pas bien fait, si l'appropriation des valeurs n'est pas bien faite, malheureusement l'enfant va fléchir devant les tentations que je viens de citer. Et quatrième chose, que chaque personne, à son niveau, puisse dire, quand on voit un jeune, même s'il n'est pas de votre famille, même si vous n'avez pas le même patronyme, si vous pouvez faire quelque chose, j'ai besoin de 5 000, les jeunes qui sont dans le feu, achetez. Ce n'est que soutenir l'entrepreneuriat. Des jeunes qui ont fait l'option de transpirer pour avoir du gagne-pain, soutenez-les. Mais si le jeune fait une semaine, il vend des choses, il ne trouve pas de bénéfice, il dit bon, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, je vais mourir dedans. C'est une responsabilité collective. L'avantage des parents, et nous pouvons tous faire quelque chose pour mettre fin à cette frontière qui s'avance davantage dans la cybercriminalité. Très bien. Oui, Denis Abalo, vous qui êtes consultant en orientation et réinsertion professionnelle. Je fais bien ces propos, et parce qu'il faut quand même déboucher sur ce que nous pouvons faire à notre niveau réellement. Parce que nous venons de parler, nous avons dépeint la situation, nous avons analysé la situation. Maintenant, il faut proposer des choses, mais de façon opérationnelle. Souvent, je parle du regard des gens. Comment est-ce qu'ils se voient dans nos yeux, ces jeunes qui, sortant peut-être du système éducatif,
rentrent dans la vie professionnelle, qu'est-ce que nous leur montrons? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que nous arrivons à valoriser leurs efforts? Est-ce que nous leur rappelons souvent qu'ils sont des en griffe, je ne sais pas si on dit ça encore, des small, des petits, vous vous rappelez, ce sont des termes de quartier, des enfants, on leur rappelle qu'ils vont prendre du temps d'abord avant de s'en sortir, on rappelle que la vie est dure, et il s'agit aussi de l'image que la société leur envoie. L'une des excuses est de dire aussi, vous savez, nous on ne fait pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup qui détournent des millions et des milliards et qui sont toujours là. Libres. Ils sont toujours libres. Alors qu'est-ce que nous on a fait? C'est toujours la même histoire. C'est une mentalité qu'il faut changer. Parce que dire que l'autre fait mal, c'est pour ça que je fais mal, ce n'est pas très intelligent parce que tu ne t'entraînes pas que toi. Il y a toi et l'ensemble des personnes qui gravitent autour de toi. Donc, en pensant à cela, c'est aussi vrai que on a des brigands, on a des délinquants en col bleu, hein. Bah oui. Je pense que la criette aussi nous aidera à faire du bon nettoyage. Ils le font déjà. À décanter ce type de réseau. Ils le font, oui. Je vous ai coupé. Oh oui, bon, c'est pas bien grave. En fait, c'est si poignant que, comme il a dit, redonnons la valeur travail aux choses. Vous voyez des jeunes, soutenons-les, orientons-les. Quand je dis orientons-les, évidemment, avec les outils dont chacun dispose. Tout le monde n'est pas un professionnel de l'orientation, mais chacun peut conseiller à son niveau. Chacun peut aider à son niveau. Nous faisons ce travail tous les jours, en accompagnant, en guidant, en mettant à disposition des outils. Mais quand vous avez 10 minutes, parlez aux jeunes avec le cœur. Ne leur dites pas, ne parlez pas, et j'en ai parlé déjà sur ce plateau une fois, ne parlez pas toujours de ce que vous ne voulez pas. Dites ce que vous voulez, parlez, nourrissez-les avec de l'eau pure, de l'eau vive, en disant, mais tu sais, tu pourrais faire ceci, et voici le procédé que je te propose. Ne t'en fais pas, tu es jeune, tu peux échouer, ce n'est pas grave, ce n'est pas dit que tu vas réussir du premier coup. Donc, il faut détruire l'impact de l'échec chez le jeune, parce que c'est voulant ne pas échouer, ne voulant pas avoir cette honte. Bien sûr. Et il se dit c'est un moyen facile. Exactement, avec l'expression de un raccourci pour s'enrichir très vite. C'est pour ça qu'ils cherchent des raccourcis. Et il faut que nous leur disions, écoute, ce n'est pas grave, commence. Tu es jeune, ça peut ne pas marcher la première fois. Et il faut persévérer. Voici des exemples qui ont marché. Si ça marche du premier coup, c'est bon. Mais si ça ne marche pas du premier coup, continue à aller. Voici la ligne que tu t'es tracée et c'est légitime. Nous n'allons pas nous moquer. Nous ne devons pas nous moquer. Nous ne devons pas dire, mais... Donc, toi, tu as pris 300 000 pour aller faire et puis ça n'a pas marché. Donc, tu es allé prendre 1 million. Tu as jeté ça dans la rue, par les fenêtres, et ça n'a rien donné, c'est ça. Et tu veux prendre l'argent chez qui encore? Une société qui réfléchit comme ça ne permet pas que l'on travaille sur que l'on ça crée des frustrations, donc du coup... Et ça crée la peur d'entreprendre, la peur d'essayer. Parce que la valeur que l'on a attribuée à l'échec est plus grande que la valeur que l'on a attribuée à la réussite. Ceux qui réussissent, comment est-ce qu'on les célèbre d'ailleurs? Ceux qui souffrent, ceux qui vont créer des activités, celles qui vont au bord de la voie, celui qui a son poulailler, celui qui fait de la cuniculture, comment est-ce qu'on le célèbre? Comment est-ce qu'on reconnaît que, oui, en fait, ce sont les nouveaux Akowé, ce sont des gens bien, ce sont des gens sages, ce sont des gens qui nous permettent de densifier notre tissu économique. Nos agriculteurs, voici des gens importants pour nous. Donc, c'est aussi dans notre regard, dans la façon dont nous parlons d'eux, dans la façon dont nous nous comportons, dans la façon dont nous interagissons avec les choses qu'ils font pour leur permettre de dire, oui, c'est une voie qui me plaît de tenter et je préfère laisser l'autre. Je suis un homme, je suis une dame, je suis une grande dame pour ce pays. J'ai besoin de faire ce qu'il faut pour mon pays. Très bien. Le sujet est assez intéressant. En tout cas, si vous nous regardez en tant que jeunes, vous le savez, c'est à vous qu'on parle ce matin sur ce plateau. Nous sommes aussi jeunes, hein, peut-être un peu plus âgés que la plupart d'entre vous, légèrement un peu plus âgés, mais c'est un message en tout cas que nous lançons ce matin. Revenons aux valeurs fondamentales. Oui. Franchement, il faut revenir aux valeurs fondamentales. Oui, il faut avoir de l'argent. Oui, notre société en a besoin. Oui, quand vous n'en avez pas, vous n'êtes rien. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison
pour faire du mal autour de soi, parce que parfois on détruit des familles. Oui. Patrick Diossou, vous allez permettre à Maurice Tonton de venir par ici pour nous dire un peu ce que pensent les téléspectateurs de la question du jour. Selon vous, comment peut-on réussir la réinsertion professionnelle des jeunes cybercriminels dans la société? Eh bien, c'est la question que nous avons posée aux téléspectateurs ce matin qui sans doute ont répondu. Présent à l'appel, bonjour Maurice. Bonjour Rachidatou, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est une question d'intérêt, un sujet de préoccupation nationale et évidemment les internautes ont été très nombreux à avoir réagi sur la question du jour relative à la réinsertion, je dirais même l'enjeu de la réinsertion professionnelle des jeunes ou moins jeunes cybercriminels qui sont aujourd'hui traqués et pour certains déjà mis dans les mailles de la justice, dans les maisons d'arrêt dans notre pays. Et il faut dire que les commentaires, les suggestions sont assez édifiants sur le sujet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires, de longs commentaires, donc je vous ai mis les captures d'écran directement pour quand même vous donner la quintessence de ces réactions de nos amis internautes. Il y en a eu sur Facebook, beaucoup également sur Twitter, mais nous commençons avec les commentaires de Facebook. Sagbadia Ronis nous écrit que cela doit commencer au moment où ils n'ont pas encore fini de purger leur peine. Beaucoup estiment que c'est le chômage qui attise le feu de la cybercriminalité, mentionne-t-il. Il dit c'est donc l'occasion pour l'État et les organisations non gouvernementales de leur offrir des formations à l'intérieur des prisons afin qu'ils puissent sortir au moment opportun avec une compétence pour abandonner cette ancienne vie. La réinsertion doit commencer depuis l'incarcération, précise encore Sagbadia Ronis sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur notre page Facebook, Merad Aster Bagidi écrit que pour ceux qui sont déjà en prison, le gouvernement doit mettre en place une équipe de psychologues qui vont commencer par avoir des séances avec ces jeunes et commencer par travailler leur mental sur les raisons pour lesquelles ils doivent nécessairement abandonner ce secteur, tant qu'ils ne verront pas la gravité de ce qu'ils font, ils penseront toujours qu'ils sont sur la bonne voie. Ensuite, on initie des séances d'orientation sur les métiers prometteurs. On peut voir ceux qui ont déjà des connaissances dans tel ou tel métier et on cherchera ensuite des experts pour leur donner la perfection. Pour ceux qui ne savent rien faire, on verra dans quelle mesure ils peuvent servir de main-d'œuvre ou s'ils sont prêts à apprendre quelque chose. On crée des ateliers après leur formation et ils travailleront et produiront des choses dans leur cellule atelier. Sujet donc Merad Aster Bagidi. Autre commentaire toujours sur Facebook, Fernando Zetti nous écrit: il faut revoir la taille de nos maisons pénitentiaires, ainsi pensons à les agrandir en créant à l'intérieur des centres de formation. D'ailleurs, pour les jeunes cybercriminels, il faut des centres de formation dans les métiers du numérique où ils sont déjà relativement outillés et ceux qui peuvent rien faire doivent cultiver des hectares de champs de manioc ou de haricots pour le pays. Il ne sert à rien donc de les enfermer en gaspillant le repas national, conclut cet internaute. Casten Kesso dit: le souci majeur de la jeunesse africaine et en particulier celui de mon pays, le Bénin, est le chômage. Donc si vous me comprenez, il s'agit d'un problème général, pas seulement celui des jeunes cybercriminels. Lorsque nous revenons donc sur le sujet, il faut faire en sorte que ces jeunes soient réorientés, c'est-à-dire créer une cellule pour le suivi et la formation de ces jeunes et mettre à leur disposition des prêts afin qu'ils soient à leur propre compte dans plusieurs domaine. Analyse donc Casten Kesso. On va faire à présent le tour sur Twitter pour prendre de ce côté-là quelques commentaires. Bokor Roland Caliste nous dit: il faut introduire la formation pendant leur incarcération sur la base des talents individuels. Ils doivent être initiés à l'entrepreneuriat et au travail collectif. Les psychosociologues et leaders religieux doivent aussi être associés à cette démarche, selon Roland Caliste Bokos. Toujours sur Twitter, Tirbus Bokor nous dit: la réinsertion, c'est ce qu'ils produisent, la réinsertion, c'est qu'ils produisent plutôt ce qu'ils vont manger en prison. Maintenant, la société doit aussi proposer à la jeunesse des modèles de réussite
par le travail, car malheureusement dans notre pays, ceux qui sont à l'abri du besoin sont soit des politiques corrompus ou des criminels financiers. Et Modeste Dossou dit il faut en recruter à l'OCRC ou à la BEF. Ils maîtrisent les rouages du secteur du crime financier. Ils peuvent apporter leur expertise. Par exemple, aux États-Unis, on recrute les meilleurs pirates informatiques au FBI ou à la CIA. Sujet donc c'est internaute. Pour terminer, Agoli Agbo Daril nous dit chacun d'eux dispose déjà de compétences. Beaucoup de ces jeunes ont des diplômes. On peut donc créer des ateliers qui serviront à leur formation dans plusieurs domaines d'activité durant la période d'incarcération afin de leur permettre de sortir avec une aptitude pratique. Voilà les nombreuses suggestions de nos amis internautes sur la question du jour relative à la réinsertion professionnelle des cybercriminels. Dieu sait qu'il y a beaucoup de pistes, en tout cas. Il y en a beaucoup. Le secteur agricole, certains pourraient trouver que c'est assez prudent. Mais je pense qu'il faut orienter aussi les jeunes vers ce qu'ils aiment. Pourquoi ne pas créer une sorte de Silicon Valley ici au Bénin où on va, je sais pas, c'est une idée, hein? Non, je pense que ce n'est pas des initiatives qui manquent. Il y a des structures, que ce soit publiques ou privées, qui s'apparentent à ce que vous appelez Silicon Valley. Quand vous allez à l'université d'Abou-Calavi, par exemple, il y a la Startup Valley, par exemple, il y a des structures, ce qu'on appelle... Qui emploient des jeunes? Oui, qui accompagnent des jeunes, qui ont des projets, qui les soutiennent, qui leur donnent l'accompagnement qu'il faut. Il y a des structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, ce qu'on appelle les SAEI, qui existent, qui ont été répertoriées dans le pays. Mais je pense que en fait, la question de la cybercriminalité, je pense que vous avez suffisamment parlé de celle-ci. Les ressorts sont nombreux, on les connaît, on a parlé de l'éducation à la base, on a parlé de la perte des valeurs qui sont à la base de cette tendance au gain facile et aux tâches, je dirais même, ce qui est à s'adonner à ce qui est illégal, donc illicite aussi. Donc il faut un réarmement moral, évidemment, à la base, et la responsabilité incombe à la fois aux parents, mais aussi à l'État. La dernière fois qu'on a fait ce genre de discussion ici, j'avais vis-à-vis qui suggérait oui qu'on peut avoir un master et aller faire Zémidian. Ok, d'accord, mais tout le monde n'est pas... je pense que quelqu'un qui a un master est aussi en droit de ne pas vouloir faire Zémidian parce que ça ne correspond pas. C'est pas ma formation. Voilà, ce n'est pas ça. Il faut aussi qu'on mette sur la table les réalités auxquelles nous faisons face dans notre pays. Et ne pas dire, c'est facile pour quelqu'un qui est dans son confort de dire, tu as un master, va faire Zémidian. Mais aussi, posons sur la table la réalité qu'on a. Aujourd'hui, quand vous voyez les inégalités dans notre pays, c'est quand même criard. Aujourd'hui, le fossé est énorme. Aujourd'hui, le salaire minimum, après les dernières négociations que le gouvernement a conduites, c'est passé à 52 000, par exemple. Mais quand vous prenez 52 000, vous comparez au salaire ou aux rémunérations que prennent certaines personnes qui sont à des fonctions connues, élevées, DG, préfet, directeur de cabinet ou ministre. DG non plus. On ne peut pas, mais c'est la société. On vit dans la même société, on va sur le même marché. Donc je dis, il faut évaluer pour voir les inégalités que nous avons dans notre pays. Et c'est des questions aussi qu'il faut mettre sur la table quand on réfléchit. Et on peut, parce qu'avec 52 000, vous avez fait quoi? Évidemment, c'est ça aussi. Mais ça ne donne pas le droit aux gens d'aller faire de la cybercriminalité, mais il faut aller dans les vrais ressorts profonds pour analyser la question et proposer les solutions qui s'adaptent à cette préoccupation. Et c'est pour ça que les parents doivent pousser les enfants pour être aussi des DG, puisqu'il y a des parents, quand les enfants ont le bac, on dit j'ai fait ce que j'ai pu, charge-toi du reste. Mais quand vous libérez l'enfant, dit faites ce que tu veux, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà fini pour ce débat. On va donner, c'est aussi une plateforme de sensibilisation, de conseils, puisque le temps est donné. Il faut une communication massive, il faut une sensibilisation massive pour décourager ceux qui ont envie, n'est-ce pas, de suivre ce mauvais chemin-là. Hugues, Aronon? Oui, je voulais placer un mot de fin, si vous me permettez. On va placer plusieurs. Je dirais que la Cour pourrait retenir certains parents, malheureusement, dans les liens de la prévention de complicité ou de recel. Et vous allez constater avec moi que malheureusement, nous avons certaines de nos sœurs qui disposent des téléphones iPhone d'une certaine valeur. Et on se demande, même si vous avez un copain qui vous l'a offert, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Si on retrace, on peut venir à vous.
Donc, d'accord. c'est une question très sensible, que ce soit un cadeau ou je ne sais pas quoi. Il faut faire maintenant attention aux cadeaux. Vraiment, et aussi les ordinateurs, même les ordinateurs aujourd'hui qui sont à bas prix sur le marché, des téléphones, il faut beaucoup faire attention. C'est surtout ça. Il ne faut pas acheter. Il faut surtout plus acheter. Il ne faut plus acheter, non. Téléphone d'occasion. D'occasion non plus. Parce que c'est sûr beaucoup de cybercriminels se sont tout à fait. Même si on enlève certains éléments, on peut sur la base de ces éléments retrouver cet outil. Donc faites beaucoup attention sur le marché. J'avoue qu'au-delà même de la question qu'on est en train de traiter aujourd'hui, on nous invite plus à la sensibilisation et à plus de prudence. Parce que la loi reste toujours la loi, malheureusement. Donc, quand vous êtes dedans, vous êtes pris. Et puis, c'est la criette. C'est la criette. Voilà. C'est les peines. Certains ont eu 20 ans, je pense. Au-delà même de la peine. Au-delà même de 20 ans, c'est possible. Il y a aussi des amendes qui s'ajoutent. Bien sûr. Des conseils, Justine Obiara? Des conseils, c'est que, première chose, que les parents prennent les responsabilités. Vous voyez, pour les soutenances, on organise des fêtes. Certains parents vont jusqu'à débourser 200 000, 500 000 pour gagner des fêtes. Mais nous sommes incapables de mobiliser même 100 000 pour accompagner un jeune en entrepreneuriat. C'est un problème. Il faut dénoncer ça. Parce que le diplôme doit servir à quelque chose. Nous parlons de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, moi, je suis coach en entrepreneuriat. Donc, comprenez pourquoi j'insiste là-dessus. Il ne faut pas lâcher les... Il ne faut pas lâcher. Il faut insister là-dessus pour que les parents encadrent les enfants. Que les jeunes... Jusqu'au bout, parce que Maurice vient de donner l'exemple des DG, des ministres. Mais il faudrait que le parent suive son enfant pour qu'il aille au master, pour mériter également, pour avoir la compétence requise, pour avoir occupé de tels postes dans la République. Donc, aujourd'hui, les formations sont légion. Nous, si vous me permettez, nous organisons déjà une conférence éducative sur l'entrepreneuriat au Palais des Congrès. Ce serait le samedi prochain à partir de 15h00. Venez, c'est déjà des instances pour comprendre, pour éduquer, pour sensibiliser, pour que l'entrepreneuriat ne soit plus fait dans l'amateurisme au Bénin. Justine Obiara, Dodi Abalo, quelques conseils Pas un conseil aujourd'hui, mais une question. Parents, quel est le projet d'orientation professionnelle de vos enfants? C'est ma seule question. Est-ce qu'ils ont un plan? Est-ce que vous connaissez ce plan? Et comment vous les accompagnez? Si vous pouvez répondre, super. Sinon, il est temps de demander, de réclamer le projet d'orientation professionnelle de vos enfants. Vous ne pouvez pas investir autant dans les études, pour certains, et ne pas en voir le bout. Vous ne pouvez pas dire, le pays est comme il est, c'est normal que mon enfant soit à la maison. Ça n'a pas de sens. Il faut agir pour les résultats que nous voulons. Vous êtes chef de famille, chef de collectivité, ce n'est pas en vain, j'espère. Maurice? Oui, je pense que je vais m'inscrire encore un peu plus dans la perspective ou même dans la prospective pour dire aujourd'hui les enjeux auxquels nous faisons face en tant que pays, en tant que nation ne sont pas exclusifs au Bénin. Dans tous les pays, les mêmes questions se posent. Le chômage des jeunes, la vie chère, etc., etc. Ces enjeux ne sont pas exclusifs au Bénin. C'est partout les mêmes choses. Et donc, on a une responsabilité collective pour faire face à ces défis-là de façon correcte, de façon légale, et non pas par des voies détournées, parce que ça ne va pas durer longtemps. Et cette responsabilité est collective et pas du plus haut niveau jusqu'au bas de l'échelle. La cybercriminalité, c'est pendant plus de 20 ans que les gouvernements successifs ont laissé ça prospérer. Ça a commencé au début des années 2000, lorsque nos voisins de l'Est ont commencé à taper du poing sur la table dans leur pays avec une nouvelle législation forte. Et ils se sont déversés dans notre pays. Et on a copié. À la base, ce n'est pas les Béninois qui ont commencé. Ici, même à Cotonou, au Bénin. Donc on a laissé prospérer. Aujourd'hui, c'est devenu une gangrène pour notre pays. À l'étranger, quand vous vous présentez comme Béninois, d'office, on vous indexe, surtout dans certains pays. Oui. Donc, il y a une responsabilité de collectivité. Aujourd'hui, on est content, on est heureux que l'exécutif en place a dit j'arrête ça et c'est à encourager sur le long terme. La responsabilité, c'est aussi au niveau de l'éducation. Monsieur Abalo vient de parler de la responsabilité des parents. Beaucoup de parents ont malheureusement déserté le forum, ont un peu abandonné leur responsabilité. Ils laissent les enfants faire ce qu'ils veulent et tout. Et ça, on ne peut pas continuer. Ou ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais ils doivent. C'est leur responsabilité. Ils doivent. Après, vous me mettez, ils doivent. Ça doit même aller plus loin, même à l'école. Aujourd'hui, on parle de la cybercriminalité. Mais ce qui nous guette, ce qui nous attend, est un peu plus grave que ça.
Vous avez vu le terrorisme djihadisme, ça a quitté le Sahel, c'est en train de venir vers les pays de la côte. Dans 10 ans, dans 20 ans, si nous ne faisons pas, nous ne redonnons pas certaines valeurs à notre pays. Les jeunes aujourd'hui qui font de la cybercriminalité pour avoir, je ne sais pas, 1 million la semaine, demain, si quelqu'un vient leur proposer, je ne sais pas, c'est des nids de recrutement. C'est des nids. Voilà. Et donc c'est là l'enjeu aussi, entre autres. On parle de cybercriminalité aujourd'hui, mais si on ne fait pas ce réarmement moral pour retourner aux valeurs, pour que les gens sachent que le travail, c'est le salut, comme mon cher ami Justino l'a dit, et qu'on peut toujours trouver des voies détournées pour parvenir, pour paraître dans la société. C'est un piège pour nous tous, et c'est en cela que nous sommes tous responsables, et nous avons une responsabilité collective pour combattre ces vices-là qui pourraient éventuellement nous conduire vers le gouffre. Bien sûr, et tant qu'on a la possibilité, il faut en parler avec les jeunes, il faut discuter avec eux, il faut leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de tuer, on n'a pas besoin d'escroquer, on n'a pas besoin d'anarquer, on n'a pas besoin simplement de faire du mal pour atteindre un certain niveau dans la vie, non. La valeur travail, on doit lui donner toute sa place encore dans notre société. Il faut travailler si vous voulez réussir votre vie, tout simplement. Et n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle le retour du karma. Ça existe, on n'en parle pas, mais ça existe. Quand vous déplumez quelqu'un, quand vous faites du mal à quelqu'un, mais s'il y a le retour, forcément, moi j'y crois. Donc à vous de savoir quel est le choix que vous faites dans la vie. Est-ce que vous préférez le chemin du mal ou le chemin du bien? À chacun de trouver sa réponse. Mais notre pays, le Bénin, doit retrouver sa place, comme on dit, n'est-ce pas, de pays d'hommes valeureux, d'hommes voilà, de pays phares, tout simplement, d'hommes dignes. Voilà, nous sommes des Amazones. Restons dignes jusqu'au bout. Allez, merci à vous. Excellente journée. Les sports avec Blaise Adanko à présent.